Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous parler du suivi de carrière qui est un fonctionnement qui est très différent des autres sessions dont on vous a parlé jusqu'à présent. Et je vais vous en parler spécifiquement pour la section 27 parce que là, sur le coup, ça change vraiment en fonction des sections. Donc, les principes généraux, alors, ce sont les principes généraux qui étaient de mise jusqu'en 2022. On va voir ce qu'on sait sur ce qui va se passer à partir de 2023. Mais donc, jusqu'à aujourd'hui, il y avait une priorisation par section et par établissement sur le suivi de carrière. Donc, l'idée générale était que chaque enseignant-chercheur devait avoir son dossier soumis à ce suivi de carrière tous les 5 ans. Mais n'étant pas concernés par ce suivi de carrière, les enseignants-chercheurs nommés depuis moins de 5 ans, ceux qui partent à la retraite dans les 4 prochaines années et ceux qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans les 5 dernières années. Donc, l'idée étant qu'un dossier doit passer devant le CNU tous les 5 ans. Donc, si ce n'est pas pour une promo ou parce qu'on est nommé, on doit passer devant le suivi de carrière. À noter aussi que s'il y a une priorisation par section et par établissement, tout enseignant-chercheur peut, s'il le désire, déposer un dossier n'importe quelle année, n'importe quand. Ce qui est très, très important de noter pour la section 27, c'est que le suivi de carrière n'est pas une évaluation des activités. Il s'agit d'un outil qui va permettre aux enseignants-chercheurs et seulement à ceux qui le désirent d'instaurer un échange avec les membres de la section, que ce soit sur le déroulé de la carrière, sur le contexte d'exercice de leur mission, sur leurs conditions de travail. Mais en aucun cas, il s'agit d'une évaluation du travail des collègues. À noter aussi que ne pas déposer un dossier ou déposer un dossier vide et sans conséquence aucune sur les autres demandes que le collègue fera au CNU 27. C'est-à-dire ne pas déposer de dossier alors que c'est le moment pour sa section, son établissement de le faire, n'aura aucune influence s'il y a une demande de promotion, s'il y a une demande de prime. Après, ça ne sera en aucun cas pris en compte négativement ou positivement ou rien du tout. On ne fait pas le suivi. En pratique, le suivi de carrière, ce n'est pas une évaluation, donc ce n'est pas du tout le même dossier que ce qu'on peut faire pour un avancement de grade ou pour une demande de prime, de RIPEC, que l'on demande. On demande un rapport d'activité de 5 pages maximum, qu'on est libre de présenter absolument comme on veut. Typiquement, la liste de publications n'est pas attendue, parce que ce n'est pas ça qu'on va regarder. C'est exprimer un peu le déroulé de carrière et surtout exprimer quel est le contexte d'exercice, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça ne se passe pas bien, quelles sont les conditions de travail, quelles sont les difficultés, les remarques, les perspectives que l'on a. L'idée est de donner à la section un peu un avis de comment ça se passe, son travail, à ce moment-là, dans son établissement, dans sa carrière, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Il y a également toujours une fenêtre confidentielle qui permet à l'enseignant-chercheur d'indiquer à la section des informations qui ne seront pas visibles par son établissement si l'enseignant-chercheur n'éprouve le besoin de dire des choses spécifiquement à la section sans que l'établissement soit au courant. Le CNU fait un retour. Donc, il y a plusieurs types de retours pour les dossiers qui n'appellent pas de commentaires particuliers. C'est des retours qui sont très standards. Et pour les autres dossiers, pour les collègues qui ont plus de difficultés ou des problèmes spécifiques, il peut y avoir des retours individualisés. Pour ces collègues-là, j'y reviendrai un peu plus tard. Dans tous les cas, le retour qui est fait aux établissements par le CNU est également intégré au retour fait à l'enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour confidentiel aux établissements. Tout ce qui est dit aux établissements sera aussi dit à l'enseignant-chercheur. Alors, je vous ai dit que c'était jusqu'à 2022. À partir de 2023, on sait que la programmation des enseignants-chercheurs prioritaires par section et par établissement ne sera plus mise en œuvre. On sait que c'est arrivé à son terme en 2022 et que ce ne sera a priori pas reconduit. Par contre, il y a le décret qui doit décrire les nouvelles modalités de suivi de carrière n'est pas encore sorti. Donc, on ne sait pas encore exactement quelles seront les nouvelles modalités du suivi de carrière à partir de cette année 2023. Au niveau quantitatif, chaque année, il y a entre 27 et 29 établissements qui sont concernés pour la section 27 par le suivi de carrière jusqu'en 2022.
Et on avait, alors les chiffres varient un petit peu, mais voilà, 47 dossiers reçus en 2021, 78 en 2022, donc 59 MCF et 19 professeurs. Et chaque année, quelques dossiers qui sont déposés hors vague par des collègues qui souhaitent le déposer, même s'ils ne sont pas concernés. Donc, le nombre de dossiers à étudier n'a vraiment rien à voir par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres sessions. Petit bilan qualitatif. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans ce suivi de carrière? Vraiment, le truc qui marque, c'est que les enseignants-chercheurs sont motivés et impliqués, ceux dont on a le dossier. Ils aiment leur métier et ils veulent remplir leur mission, que ce soit en enseignement et en recherche. Mais nous remontent de nombreuses difficultés. Alors, j'en cite quelques-unes, hein, c'est absolument pas exhaustif. Il y en a d'autres qui sont citées, évidemment. Mais les charges d'enseignement et administratives augmentent pour tous, dans tous les établissements. La mise en place du but pour les collègues concernés, qui s'est faite dans des délais très courts, a dégradé les conditions d'exercice de beaucoup. Donc ça a été très problématique. De même, les différents épisodes de restrictions sanitaires, donc le Covid, ça a eu un impact négatif important sur les carrières. On a aussi beaucoup de cas de collègues dont les universités fusionnent ou se restructurent et qui engendrent des conditions de travail qui sont plus complexes. La prise en compte de l'interdisciplinarité est souvent difficile pour les collègues qui sont entre deux disciplines, c'est compliqué. Et beaucoup de difficultés de mobilité, alors qui sont de deux types différents. La mobilité, c'est d'une part l'éloignement géographique des lieux de travail par rapport aux lieux de vie. Alors ça peut être les lieux de recherche et les lieux d'enseignement qui ne sont pas du tout au même endroit, ce qui pose des difficultés aux collègues. L'autre type de mobilité, c'est les difficultés de mutation, notamment pour rapprochement de conjoints, qui sont très difficiles et c'est souvent très difficile à vivre pour les collègues. Alors, quel est l'impact du suivi de carrière? Que peut faire le CNU? Donc, déjà, il y a un retour de la section qui se fait sur un collègue en dehors de tout processus d'évaluation. Donc, on n'évalue pas, mais juste on a des informations et on peut faire un retour aux collègues à l'écrit et à l'oral si besoin. Donc, ça permet d'avoir un échange avec les collègues en cas de problème sans qu'il y ait cette notion d'évaluation du dossier. Et le CNU peut, dans certains cas, envoyer des messages qui concernent les conditions locales d'exercice, donc ce qui peut servir à un appui aux collègues. Et le retour envoyé aux établissements est toujours fait avec l'accord des collègues. Donc, globalement, il y a environ 5 établissements par an qui sont contactés pour remonter les conditions d'exercice difficiles. Donc, toujours fait avec l'accord des collègues, mais qui permet de remonter, d'avoir un avis extérieur aux collègues pour dire là, c'est quand même, on a beaucoup d'enseignants-chercheurs dans votre établissement qui annoncent telle difficulté. Voilà, on vous informe que ce serait bien peut-être de faire quelque chose. Le CNU n'a pas de pouvoir coercitif, mais par contre, il peut laisser une trace écrite, et ce qui peut donner des éléments tangibles aux collègues sur lesquels après ils peuvent s'appuyer ensuite pour faire avancer les choses. Donc, voilà. Donc c'est important de noter que le retour fait aux établissements est toujours fait avec l'accord des collègues de cet établissement, pour pas, enfin rien n'est fait à part à côté, c'est toujours fait avec leur accord avec eux. Et donc c'est ça pour tous les collègues de télé. Et s'il y a un retour sur un établissement, c'est fait pour tous les collègues de l'établissement pour ne pas pointer un collègue en particulier qui aurait remonté quelque chose. Voilà, donc c'était assez court parce qu'il y a moins de choses à dire sur ce genre de session. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas, moi je sais que c'est fait par mon université. Lionel, je ne sais pas si tu as d'autres informations. Oui, alors effectivement, normalement, la réponse, c'est ça, c'est ce que vient de dire Délise. Mais c'est vrai que la communication d'un établissement à l'autre a toujours été un petit peu, comment dire, très variable sur sur la session suivie de carrière. Donc, tout vient un petit peu des établissements et des services RH des établissements et de comment les services
se saisissent de cette session. Donc, un point qu'il faut voir, c'est que la mise en place de ce suivi de carrière a été très controversée, notamment par rapport à des très fortes réticences de certaines sections. Hein. Toutes les sections ne mettent pas en place le suivi de carrière, ne siègent pas. Donc, toutes les sections ne tiennent pas de session suivi de carrière. Donc, il peut parfois être effectivement compliqué pour les établissements de peut-être de bien de se rendre compte quelles sont les sections qui font du suivi de carrière et quelles sont les sections qui n'en font pas. Par ailleurs, c'était très clair dans le discours d'Élise, mais je réinsiste sur le fait que le suivi de carrière que l'on fait en section 27 est très spécifique. Je pense qu'on est presque les seuls à faire cela comme cela. Donc, c'est-à-dire, on prend le terme suivi carrière au pied de la lettre, on s'intéresse aux conditions d'exercice. Et donc, à contrario, il y a d'autres sections qui ne font rien du tout et d'autres sections qui, eux, sont plus dans un mode évaluation de l'activité. Donc, nous, on est un petit peu au milieu avec quelque chose de très spécifique. Et donc, oui, ça ne m'étonne pas quelque part que votre établissement ne vous ait jamais sollicité parce que la mise en œuvre est assez hétérogène. Ceci dit, alors c'est plus le cas maintenant puisque ça va être le tour de tout le monde entre guillemets, mais les années précédentes, quand on allait sur le site Galaxy du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans la partie sur le suivi de carrière, il y avait un tableau très clair de quels établissements et quelles sections étaient concernés chaque année. Voilà. Mais écoutez, je pense que je souscris au constat que vous exprimez. Donc, alors, votre témoignage est très, est très clair. Vous dites bien qu'il peut y avoir un intérêt pour le rayonnement de l'ESR français pour les personnes qui sont dans un cas comme celui que vous citez. Donc, oui, on peut très bien l'imaginer. Cependant, l'expérience montre que quand on a des dossiers comme ceux-là, par exemple, dans des sessions promotion, par exemple, dans des sessions RIPEC, forcé de constater qu'on est un petit peu démuni face à l'exposé des activités du collègue dans ses fonctions qui sont, on va dire, pas standards dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est-à-dire que on aimerait effectivement que, comme vous l'écrivez dans votre témoignage, que les collègues nous expliquent, nous donnent des détails sur les activités qu'ils ou elles ont menées dans ces fonctions et qui, au final, ont eu un impact positif, bien évidemment, sur la recherche, sur l'enseignement, par exemple, pour le montage de nouvelles formations dans les universités françaises, par exemple, pour le tissage de liens entre des labos français et des labos à l'étranger, par exemple, pour la mobilité entrante et sortante des collègues. Donc oui, on aimerait que les dossiers nous donnent plus d'éléments sur ces aspects-là pour
pour pouvoir juger de leur intérêt. Mais force est de constater que c'est rarement, c'est rarement le cas. Après, il y a des considérations plus pratico-pratiques sur finalement, on n'a pas forcément aussi tous les détails des conditions matérielles, financières, des personnes qui sont détachées dans ce type de fonction. Donc, il est difficile de faire des comparaisons par rapport à des collègues qui sont restés en poste dans leur université ou dans leur école, hein, je sais pas moi, en termes de primes, en termes de conditions financières et autres. Et donc, il y a aussi un principe d'équité par rapport à l'ensemble des collègues. Et donc, voilà, c'est aussi difficile de se rendre compte de qui a été mis dans des conditions plus ou moins favorables et de savoir si la comparaison qu'on est en train de faire est bien juste. Donc voilà, je ne peux, si vous êtes dans un cas similaire ou si vous connaissez des personnes qui sont dans des cas similaires, je ne peux que vous encourager à décrire très en détail finalement les activités et les conditions que vous avez eues dans l'exercice de ces missions, on va dire que je vais appeler détachées, hein, je pense que vous me comprendrez, pour que en fait la section puisse faire une comparaison équitable et éclairée avec les missions et les conditions d'exercice des collègues qui sont restés dans leur poste d'origine, on va dire.